La science et nous. Une émission proposée par Sylvie Vauclair. Je suis à nouveau aujourd'hui avec Arturo López-Ariste, qui est astrophysicien spécialisé dans l'étude du Soleil et en particulier la couronne solaire, et qui a développé un instrument au pic du Midi, un coronographe, dédié à l'observation des régions externes du Soleil. Alors aujourd'hui, nous allons parler de ce coronographe, nous allons parler des raisons pour mettre un tel instrument au pic du Midi et ce qu'on peut en attendre et aussi comment il fonctionne. Donc Arturo, je vais te demander de nous expliquer tout ça. D'abord, pourquoi un coronographe au pic du Midi ? Il y avait deux raisons. La première, c'est purement scientifique, c'est essayer de comprendre le chauffage coronal. Et donc, je vous expliquais la semaine dernière que j'avais ma petite théorie, qui est fausse probablement, mais peut-être elle est vraie. Et pourquoi dire d'avance qu'elle est fausse ? En fait, les théories, d'après ce que j'ai compris, elles reposent toutes sur l'existence du champ magnétique, et c'est toujours une relation entre le champ magnétique et de quelle manière le champ magnétique peut produire de l'énergie pour chauffer la couronne solaire. Alors la semaine dernière, tu nous en as parlé de deux différentes. Alors la tienne, c'est une troisième et c'est aussi à base du champ magnétique ? Non, ce n'est pas une troisième. Elle se cale plutôt dans une de deux groupes de théories, celle qui dit que l'énergie arrive dans la couronne via des ondes sonores, suivant les champs magnétiques. La différence, c'est que pour la première fois, si je ne me suis pas trompé, il y a un mécanisme physique qui explique comment ces ondes peuvent convertir leur énergie en chaleur. Et je dis que probablement elle est fausse parce que pour moi c'est une attitude assez hygiénique en science. Et il faut penser toujours que la théorie, il faut la prouver. Et donc même si cela nous fait plaisir parce qu'elle est notre théorie, il faut partir dans le sens de démontrer qu'elle est fausse pour, si on ne réussit pas, conclure qu'elle est vraie. Ça, c'est excellent pour que les auditeurs comprennent ça. Donc, voilà, ça c'est la première raison. Donc, faire les observations qui permettront peut-être de confirmer ou réfuter cette théorie. Et pour cela, il fallait observer la couronne, et observer les ondes de la couronne et observer les champs magnétiques de la couronne. Voilà les trois objectifs qui vont ensemble de ce nouveau coronographe. Mais il y avait aussi une autre raison, c'est que le pic du Midi il est un endroit spécial pour l'astronomie. Ça fait plus de 100 ans qu'on fait de l'astronomie au pic du Midi. Il y a une longue histoire. Et quand on monte pour la première fois au pic du Midi, on se dit, il faut faire quelque chose ici. Il faut que la science continue dans ces lieux magnifiques. Et donc, moi, je voulais que cette histoire continue. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux proposer de faire au pic du Midi qui continue à contribuer à la science aujourd'hui ? Et il se trouve que cet appareil qui sert à observer la couronne solaire a été inventé au pic du Midi par Bernard Liot dans les années 1930. Et donc, il y a une continuité historique. Depuis Bernard Liot, la couronne est observée au pic du Midi. Et donc, il paraît naturel qu'aujourd'hui, on continue d'observer la couronne solaire. Et donc, pourquoi ne pas proposer un nouveau coronographe ? Mais il faut quand même expliquer que dans un coronographe, il s'agit de cacher le Soleil par un disque qui est attaché à l'instrument. Donc, un peu faire une éclipse artificielle, mais ce n'est pas du tout évident au point de vue technique. Alors, exactement, pas du tout. Mais alors, pas du tout. Donc, la couronne solaire brille 1 million de fois moins que les disques solaires. 1 million de fois moins, mais elle est beaucoup plus chaude. Oui, et ça, la raison est que la densité des gaz dans la couronne est tellement faible, même qu'elle est très chaude, qu'à la fin, la brillance est très très faible. Et donc, on pourrait penser qu'il suffit de mettre un masque, cacher les disques solaires, et voilà, nous avons une éclipse. Or, loin de la vérité, loin de ce qui se passe. Quand on cache les disques solaires, en fait, la lumière des disques solaires continue à se faufiler, grâce à la nature ondulatoire de la lumière, autour de cette cache, de ces disques occulteurs. Il y a aussi l'atmosphère terrestre qui diffuse de la lumière, c'est pour ça que le ciel est bleu. Il y a aussi toute la poussière qui se pose sur la lentille des télescopes. Il y a aussi toutes les réflexions parasites. Il y a une longue liste de choses. Et donc, le génie de Bernard Liot a été de faire cette longue liste, et comprendre qu'est-ce qu'il fallait faire pour éliminer l'une après l'autre toutes ces sources de lumière parasites. Et donc aujourd'hui,
Enfin, on a des outils de calcul optique bien plus développés que Bernard Liot, mais on suit la même recette. D'abord, on met un disque occultaire. C'est comme si on mettait le pouce devant le soleil, mais ça ne suffit pas. Et après, on met 2 gadgets, que je vais donner le nom, mais on va rester dans la magie pour garder les mystères, qui s'appellent la pastille de Liot et le diaphragme de Liot. Sans ces 2 gadgets, les coronographes ne marchaient pas. Donc on les met, et je n'explique pas qu'est-ce que c'est. On sait le faire, c'est notre savoir-faire. Et on arrive à isoler la lumière de la couronne et à la voir. De toute façon, quand même, il y a une chose que vous ne pouvez pas empêcher, c'est la lumière de l'atmosphère terrestre. Quand on a une vraie éclipse, on voit la couronne plus loin du Soleil que quand on a une éclipse artificielle avec le coronographe. On ne voit pas tout à fait les mêmes parties de la couronne quand même à cause de cette lumière atmosphérique. Hein. Exact. Le ciel, on n'y peut rien avec, sauf partir dans l'espace. Et là, il y a des coronographes dans l'espace qui vont regarder la lumière de la couronne jusqu'à plusieurs rayons solaires, très loin du Soleil. Nous, malgré la qualité du ciel du pic du Midi, qui est quand même exceptionnel, on doit se contenter de regarder les zones les plus brillantes qui sont près du Soleil. On peut faire des études, des mesures sur cette zone brillante beaucoup plus poussées de ce qu'on peut faire pendant l'éclipse parce qu'elle est trop court, ou depuis l'espace parce qu'il n'est pas évident d'amener de l'instrumentation de pointe dans l'espace. Et donc on regarde des longueurs d'onde, des couleurs très particulières qui sont très sensibles au champ magnétique et on les regarde avec des instruments très sophistiqués. Donc alors là, si j'ai bien compris, c'est cette nouvelle génération de coronographes, c'est le plus grand du monde actuellement. Et oui, et ça c'est venu comme une surprise parce que ce n'était pas le but de ces projets de faire le plus grand au monde, du tout. Au pic du Midi, on a une monture, on a une coupole, et l'idée c'était d'installer le nouveau coronographe dans cette monture. Et cela voulait dire qu'on avait des contraintes de taille et de poids. Et donc on a mis l'instrument le plus grand qui tenait dans la coupole et qui pouvait être supporté et déplacé par la monture existante. Et quand on a fait tous les calculs, on s'est retrouvé avec un coronographe et une lentille de 40 cm. Alors, 40 cm, pour ceux de vos auditeurs qui sont dans l'astronomie, qui ont entendu parler des miroirs de 10 mètres au Chili ou à Hawaï, peut paraître ridicule, mais il ne faut pas oublier qu'on observe le Soleil et qu'il faut faire très attention quand on pointe une lentille au Soleil. On sait tous ce qui se passe avec une petite lentille, comme on a tous brûlé quand on est petit, des papiers. Donc imaginez une lentille de 40 cm, le problème ce n'est pas de faire une plus grande, le problème c'est de ne pas tout cramer derrière. Donc avec 40 cm, on avait un bel instrument, et en faisant la liste de ce qu'il y avait dans le monde, je me suis rendu compte que c'était le plus grand au monde. Ce n'est pas important pour la science, c'est important aussi de le dire. Au pic du Midi, on construit l'instrument, le chronographe le plus grand au monde. Et alors donc ce chronographe, pour toi, il va servir à soit confirmer, soit réfuter ta théorie. Mais en fait, il n'y a pas que des chercheurs impliqués d'abord pour le financement, il n'y a pas que les fonds publics de la recherche, et puis aussi les gens qui font les observations, c'est important à dire. Ce ne sont pas que des chercheurs professionnels. Tu peux nous raconter un peu tout ça ? C'était une très belle histoire. Ce qui se passe au pic du Midi, non seulement pour le lieu et l'histoire que je viens de raconter, mais parce que en ce moment, les instruments solaires du pic du Midi sont gérés et financés par une association d'astronomes amateurs qu'on appelle les observateurs associés, eux-mêmes financés par un mécène français, et les propriétaires des fiduciales, pour ceux qui ont entendu parler ou qui regardent les rugby et les Stade Toulousain. Et ces messieurs donnent de l'argent aux observateurs associés. Et avec cet argent, les observateurs associés viennent voir nous, les scientifiques, et ils nous disent qu'est-ce qu'on peut faire pour contribuer à la science. Et ce qu'ils peuvent faire, c'est ce qu'ils font, c'est gérer une suite d'instruments. En ce moment, il y a 4, avec les nouveaux coronographes, on sera au 5e. Et ils s'observent tous les jours. Il y a 2 personnes, des membres de cette association, en binôme, comme ils disent, qui montent toutes les semaines de l'année, pour continuer d'observer toutes les minutes le Soleil et enregistrer ces images. Donc, ils maintiennent les infrastructures et ils les financent. En ce qui concerne ce nouveau coronographe, ils financent la moitié du projet, l'autre moitié vient des sources d'argent qui, pour nous les scientifiques, sont plus habituelles, c'est le financement de l'État pour la science. Moi, je trouve vraiment génial cette participation des gens intéressés, du public intéressé, bénévolement.
au développement de la recherche scientifique, aux observations de routine que les astronomes professionnels ne pourraient pas faire parce qu'ils n'ont pas le temps, ils ne peuvent pas. Donc c'est vraiment une collaboration entre le public et les chercheurs qui est vraiment passionnante. C'est magnifique et c'est très enrichissant, non seulement parce qu'il nous permet de maintenir un instrument et d'observer, mais parce que les contacts avec des astronomes amateurs, ça apporte tout le temps quelque chose de nouveau. Ils prennent soin de leur instrument et ils te disent, ou ils me disent tout le temps, non, c'est pas comme ça qu'on peut faire parce que nous, on ne pourra pas. Et donc, il y a un constant dialogue pour comment faire, pour faire de la science et pour maintenir ces installations ouvertes grâce à eux. Bon, c'est l'une des histoires les plus belles qui m'est arrivée ces dernières années. Et donc, ce coronographe, rappelle-nous un petit peu, avant la fin de l'émission, là, depuis quand il est installé, où vous en êtes? Alors, le coronographe, il est en ce moment au pic du Midi, et toute l'optique a été alignée, et là, on est à résoudre des problèmes. On n'a pas encore vu la couronne. Apparemment, il y a encore quelques points que nous n'avons pas complètement maîtrisés. On a de très bonnes idées de pourquoi. Voilà, c'est les petits pas d'un nouveau-né. On tâtonne toujours, il y a des choses non prévues, des erreurs qu'on ne s'est pas rendu compte. On est là et on espère qu'à partir de début de 2024, on verra la couronne. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Arturo. C'est parfait. Je pense qu'on sera intéressé à t'entendre à nouveau quand tu commenceras à avoir des résultats et savoir si ta théorie du chauffage de la couronne solaire tient la route ou pas. Donc, merci beaucoup. Bonne continuation. Au revoir. Ce sera avec un grand plaisir. Merci à toi.